Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 12h15, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Grégory Raubert, Data Steward HES pour les domaines artistiques et je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire Open Data Lunch consacré à l'anonymisation des données de la recherche avec le concours de Céline Racine. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites informations euh, préalables. Hop, voilà, donc ce webinaire est enregistré et sera publié sur les pages ORD du site de la HESSO, comme les précédents webinaires que vous pouvez déjà retrouver sur ces pages. La présentation de Céline Racine durera une petite heure, après quoi elle répondra aux questions que vous lui avez transmises en amont de ce webinaire. Et les prochaines rencontres, il y en aura deux au mois de mai. Déjà, le 21 mai, on aura une présentation de l'outil Data Stewardship Wizard qui permet de créer des DMP. Et puis le 30 mai, on aura une séance sur le partage des codes et des logiciels informatiques. Voilà pour ces annonces. Revenons à vous, Céline Racine. Vous travaillez depuis 2017 en tant que spécialiste en gestion des données de la recherche au Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté à Lausanne. Votre expertise couvre des thématiques telles que la curation des données, la protection des données personnelles, la documentation et les métadonnées. Aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de nous présenter les enjeux, les méthodes et les bonnes pratiques en matière d'anonymisation et de pseudonymisation des données de la recherche. Euh, et puis, dans un second temps, donc, vous répondrez aux questions qui ont été transmises en amont de ce webinaire. Céline Racine, merci infiniment. La parole et l'écran sont à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop, écran. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit l'écran. Donc, merci. Donc, effectivement, je suis Céline Racine, donc je suis spécialiste en gestion des données de recherche à Unisanté. L'idée pour aujourd'hui, bien, voilà, voilà, pardon. Donc, on va reprendre ensemble en fait certaines définitions liées à l'anonymisation de données, notamment le cadre légal, puisqu'à la HESSO, vous avez à la fois des recherches qui peuvent être relatives à la santé et à l'être humain, et des recherches qui seront liées plutôt à des personnes et donc sous un autre cadre légal. On va revoir ensuite ensemble qu'est-ce que c'est la différence entre l'anonymisation des données ou la désidentification et parler des risques de réidentification qui sont en fait la manière d'évaluer si vos données sont anonymes ou non. Ensuite, on prendra la deuxième partie de cette présentation pour répondre aux différentes questions. J'ai reçu beaucoup de questions variées autour de votre projet de recherche, mais qui intéresseront beaucoup plus de monde. Et donc, on va reprendre en fait ensemble ces questions et y répondre. Et pour finir, on gardera un petit peu de temps à la fin pour conclure et pour des questions additionnelles. Donc, au niveau du cadre légal, vous le savez probablement, et les participants et participantes de vos projets le savent, nous avons des lois qui régissent la protection des données. Nous avons la loi fédérale sur la protection des données, nous avons la loi sur la recherche sur l'être humain, nous avons des lois qui encadrent les statistiques, puis les recherches statistiques. Et donc, on évolue en fait dans un environnement normé qui vous explique comment protéger vos données, ou au minimum qui vous donne des définitions et des lignes directrices pour protéger les données. En plus de ça, vos participants et participantes sont au courant, en fait, pas uniquement des lois, mais aussi de tous les scandales liés à la protection des données. On en a de plus en plus, il ne passe pas un mois sans qu'on ait des données qui fuitent, des données qui sont utilisées sans consentement, des institutions qui revendent leurs données ou bien qui se font pirater. On a aussi des projets de recherche scientifique, notamment à la CNIL, qui prouvent que les données anonymes qui ont été partagées sur des dépôts de données tels que Zenodo peuvent être réidentifiées assez facilement, ou en tout cas que c'est possible de réidentifier certaines personnes à travers des données anonymes. Et donc, c'est dans ce contexte que vous évoluez et que vos participants en fait, acceptent de participer ou non à vos projets. Et donc, c'est votre rôle en tant que chercheur et chercheuse de pouvoir les rassurer et de leur expliquer que vous savez bien gérer vos données et les rendre soit anonymes, soit en tout cas les gérer en relation avec ces lois.
Donc, petit rappel au niveau du cadre légal et du consentement. Donc, le consentement, c'est le premier pas pour la protection des données. Vous êtes dans l'obligation de demander un consentement soit écrit, soit explicite ou pas de consentement du tout. Ça va dépendre du cadre légal. Donc, si vous faites de la recherche sur l'être humain, vous devez informer de manière éclairée et de façon écrite vos participants, c'est-à-dire avoir une feuille qui leur explique que vous allez collecter des données sur eux, quelles seront ces données, comment vous allez les traiter, mais surtout qu'à la fin, vous allez partager ces données à des fins de recherche au sens plus large avec des personnes qui ne font pas partie de votre projet de recherche. C'est donc une information qui est obligatoire et vous devez avoir un consentement écrit, donc signé, avec 2 feuilles séparées. Vous devez permettre à vos participants de dire oui, je veux participer à votre projet de recherche. Et dans un deuxième consentement, oui, j'accepte que mes données soient réutilisées à des fins de recherche plus tard. Donc ça, c'est une obligation pour la LRH. Pour la loi sur la protection des données, donc quand vous collectez des données qui sont relatives à une personne, mais qui ne sont pas relatives à la santé, là, vous devez quand même donner une information éclairée. Cette information peut être écrite ou orale, mais elle doit être complète. C'est-à-dire que la personne en face de vous, votre participant, doit avoir compris comment ces données seront gérées et qu'elles seront partagées à des fins de recherche avec d'autres équipes à l'extérieur, en Suisse ou à l'étranger. Dès que vous souhaitez partager ces données, vous devez avoir un consentement explicite qui est obligatoire ici aussi pour la loi sur la protection des données. Ce consentement, il peut être écrit, ça peut être une feuille signée, ça peut être électronique, ça peut être une case à cocher, ça peut être aussi oral ou par signe concluant. Donc, si par exemple vous avez une personne qui est sourde ou malentendante et qu'elle signe un consentement, il est valable. Donc, pour la LPD. Une fois que les données qui sont hors LPD, donc qui ne sont pas protégées par la loi sur la protection des données, ce sont des données qui ne sont plus considérées comme relatives à un être humain. Donc ici, vous n'avez plus l'obligation d'avoir un consentement. Et c'est de ces données-là dont on parle de données anonymes. Des données anonymes ne peuvent plus être liées à un être humain, techniquement. Et donc, il n'y a pas la nécessité d'avoir un consentement. Cependant, on va le voir, l'anonymisation est très difficile à obtenir. Donc, de manière générale, pensez à l'anonymisation en amont de votre projet et demandez le consentement à vos participants pour utiliser leurs données et les partager à la fin. Le consentement vous permet aussi d'expliquer que les données seront soit anonymisées, soit désidentifiées ou protégées au mieux. Et vous pouvez leur demander, par exemple, de dire « j'aimerais partager mes données en open access, mais elles ne seront pas anonymes, mais on vous protégera au mieux. » Et si la personne accepte ceci, vous aurez le droit de partager en open access. On va voir tout ça ensemble sur les questions d'anonyme ou pas anonyme. Donc, c'est souvent la question qui arrive et c'est de plus en plus difficile en fait de déterminer ce qu'est une donnée anonyme ou non, puisqu'on a vraiment ce cadre légal et cette nouvelle loi sur la protection des données qui ont remodelé et redéfini l'anonymisation de données. Donc, quand on collecte des données, on peut les collecter avec les identités des personnes. Ici, des données identifiantes ou identifiées. J'ai le nom de la personne, j'ai sa date de naissance, son numéro AVS. Je sais de façon certaine qui est la personne derrière cette donnée, c'est Paul Dupont. En général, vous n'allez pas utiliser cette identité, vous allez plutôt pseudonymiser ou coder cette information en transformant Paul Dupont en P0052. Et vous allez garder cette information dans ce qu'on appelle une table de correspondance pour pouvoir remonter à son identité facilement, notamment dans le cadre des études longitudinales ou des essais cliniques. Une fois que vous voulez anonymiser cette information, vous devrez supprimer le code, le P0052, pour dire que quelqu'un s'est cassé une jambe à ski. En général, la question qu'on me demande, c'est « mais si je supprime cette table de correspondance, je n'ai plus le moyen de remonter facilement à Paul Dupont. Est-ce que ça suffit pour être anonyme ?» La réponse est non. Tant que l'identité de la personne existe toujours dans une base de données, ce n'est pas anonyme. Dans ce cadre-là, Paul Dupont existe dans la base de données originale, ce n'est pas anonyme, la donnée est toujours pseudonymisée ou codée. Si je supprime la donnée originale et que je n'ai plus que ce set P0052, c'est cassé une jambe à ski. Est-ce que c'est réellement anonyme? Malheureusement, non. Si mon set de données est constitué uniquement de 2 variables, l'identité de la personne et la personne s'est cassé une jambe à ski, oui, non.
Si je n'ai pas plus d'informations, effectivement, c'est anonyme. Ce n'est pas en sachant si une personne s'est cassé une jambe à ski, sans information temporelle, sans information de lieu, je ne peux pas la réidentifier. Donc là, oui, on serait anonyme. Mais souvent, vous allez collecter beaucoup plus d'informations que juste savoir si la personne s'est cassé une jambe à ski ou non. Vous saurez que P0052 est un homme, qu'il a plus de 4 enfants, qu'il habite à Port-Entruy, qu'il mesure 1,60 m. Et au fur et à mesure de toutes ces informations, vous allez vous dire, mais en fait, P0052, c'est mon voisin, Paul Dupont. C'est en fait le problème de l'anonymisation. On collecte de nombreux identifiants, qu'ils soient directs, donc un nom, un numéro AVS, qui nous permettent de réidentifier la personne de manière certaine. On collecte aussi des identifiants forts, des adresses IP, des maladies, des informations géographiques, et des identifiants faibles, qui sont généralement les données sociodémographiques, mais qui permettent quand même une réidentification en croisant beaucoup de données. Et c'est à cause de ces identifiants-là que vous ne serez pas forcément anonyme, que vos données ne seront pas forcément anonymes et qu'on garde un risque de réidentification. Donc, quand on parle d'anonymisation, on a deux définitions. L'anonymisation stricte, qui est l'anonymisation au sens légal, c'est-à-dire qu'elle est irréversible, qu'il est impossible de réidentifier un individu, et donc on peut partager les données en open access et sans consentement. On a vraiment cette possibilité ici, mais la donnée doit être 100% anonyme et on doit prouver qu'il est impossible de réidentifier la personne. Donc, dans la recherche, on est plutôt dans l'anonymisation dite relative ou la désidentification, car en fait, on garde un risque de réidentification. Et donc, on va plutôt parler de niveau de protection et partager ces données en accès restreint. Partager ces données en accès restreint, ça veut dire quand même que vous êtes fair, que vous répondez aux exigences des financeurs pour l'open data. C'est juste que vos données ont une restriction juridique ou éthique. Elles ne sont pas complètement anonymes. Vous n'avez pas le consentement de la personne pour les partager en open access de façon désidentifiée. Et donc, vous ne pouvez pas les partager en open, vous les partagez en accès restreint à des fins de recherche. Ça permet, on va le voir aussi, de garantir que les données sont partagées uniquement à des fins de recherche. Il faut garder à l'esprit que l'open access, c'est une question d'intégrité scientifique et donc des données qui sont en open access sur Zenodo, sur SwissUBase, sur Holos, elles sont normalement réutilisées pour de la recherche, mais n'importe qui peut les télécharger et donc vous ne pouvez pas garantir qu'elles ne soient pas réutilisées à des fins commerciales ou à des fins illicites. La protection des données doit se faire de manière stratégique. Déjà avant la collecte, vous devez donc informer vos participantes et vos participants que vous allez collecter des données, comment elles seront collectées et, si nécessaire, collecter un consentement pour demander leur accord pour partager ces données à des fins de recherche à la fin. Pendant la collecte, pensez à minimiser les données que vous collectez, c'est-à-dire collecter uniquement ce qui est nécessaire pour votre projet et pour répondre à vos questions de recherche, ou adopter une stratégie d'anonymisation par design, c'est-à-dire penser à tous les traitements de données que vous voulez faire à la fin, vous les faites en amont. Par exemple, collecter des catégories d'âge à la place des âges réels. À la fin du projet, vous allez traiter des données pour les anonymiser ou les protéger au mieux. Et si vous ne pouvez pas les anonymiser, les partager en accès restreint. C'est donc la stratégie de protection des données est donc composée d'un consentement, de traitement de données et d'un partage en accès restreint ou en open access selon les modalités de vos données. Donc, important, que ce soit dans les consentements, dans les protocoles ou les descriptifs de projet, d'utiliser la bonne terminologie pour vos données et de savoir exactement où vous en êtes. Est-ce que vous collectez des identités? Est-ce que vous avez collecté des identités que vous conservez et donc vous serez dans un environnement codé? Ou bien est-ce que les identités n'existent plus? Vous êtes désidentifié, mais le risque existe encore de réidentifier les personnes à travers des identifiants indirects? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes anonyme? Être anonyme, c'est très difficile puisque les données ne doivent plus pouvoir être liées à un être humain. Et donc, c'est généralement les données qui sont fortement agrégées, donc des données de groupe, ou alors vos variables sont fortement agrégées. Vous n'avez aucune variable, par exemple, vous n'avez pas d'âge, vous n'avez pas d'informations géographiques qui permettraient de remonter à quelqu'un. Donc,
Pour savoir si vos données sont anonymes ou pas, on va parler de risque de réidentification. Si l'un de ces trois risques, il y a trois risques, et si l'un de ces trois risques existe dans votre set de données, vous ne pouvez pas être considéré comme anonyme. C'est la technique qui est utilisée dans le RGPD, donc le Règlement européen pour la protection des données. Ces risques ne sont pas mentionnés dans les lois suisses, mais c'est ce qu'on applique en fait en tant qu'expert dans le domaine. Le premier risque, c'est l'individualisation. C'est la possibilité d'isoler un individu au sein de votre set de données et donc de mettre cette personne à risque et en avant. On dit qu'avec 2 ou 3 caractéristiques sociodémographiques, on peut isoler une personne. Et l'isoler veut dire qu'elle est mise en avant dans votre set et donc que j'ai plus de chances de réidentifier cette personne. Si une seule personne est mise en avant, votre set de données n'est pas anonyme. Attention, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les petites populations ou les caractéristiques originales. Si vous avez des maladies rares ou bien vous traitez de personnes en situation de handicap ou alors des métiers assez originaux, vous avez ce risque qui est beaucoup plus fort que dans un autre set de données. Le deuxième risque, c'est la corrélation. C'est la possibilité de réidentifier un individu en croisant des données. C'est la meilleure technique pour réidentifier quelqu'un. C'est ce qui est testé à la CNIL et dans les autres instituts de recherche qui font des recherches sur l'anonymisation et la réidentification. Ça veut dire que dans mon set de données, si j'ai collecté par exemple juste des numéros de téléphone et des institutions, en l'état, je ne peux pas réidentifier la personne sans données supplémentaires. Mais si j'ai accès à un deuxième set de données qui me lie des numéros de téléphone et des identités, ceci me permet de réidentifier la personne de mon premier set de données. C'est quelque chose ici, je l'ai montré avec un numéro de téléphone, mais c'est quelque chose qu'on peut faire facilement avec des identifiants forts et faibles, toutes les données sociodémographiques, par exemple. Et c'est un risque qui est beaucoup plus présent dans les données qui sont codées ou pseudonymisées, puisqu'il n'y a pas de traitement d'anonymisation. On n'a pas réfléchi en fait à modifier les valeurs et les variables pour protéger les individus. Et donc, avec des données brutes non modifiées, on aura plus de risques de réidentifier quelqu'un. Ce risque de corrélation, il est difficile à évaluer parce qu'on a de nombreuses sources de données, mais vous devez être conscient et consciente qu'elles existent. Donc, il existe des list brokers et des data brokers qui sont des fournisseurs de données légaux et chez qui vous pouvez acheter des données nominatives ou des données postales ou des numéros de téléphone. Ici, je vous ai mis un lien qui est celui recommandé par la Poste, où je peux aller acheter légalement des adresses postales et des numéros de téléphone pour des fins marketing, mais qui me permettent en fait de réidentifier des personnes également si par exemple j'avais collecté les numéros de téléphone ou les adresses. C'est un service qui est complètement légal, y compris les data brokers qui peuvent vendre des données personnelles des États-Unis ou d'autres pays également. Les dépôts de données, toutes les données accessibles en open access peuvent être réutilisées très facilement à des fins de réidentification. Et à force de croiser ces données, peut-être que j'arriverai à réidentifier quelqu'un. Les réseaux sociaux aussi vous permettent d'accéder à des données à des fins de recherche. Ils peuvent être aussi piratés ou simplement on peut acheter des données de réseaux sociaux selon certaines conditions. Et une personne mal intentionnée pourrait très facilement accéder à ces informations et essayer de réidentifier vos données à travers des données sociales. Les entreprises peuvent également vendre ou donner accès à leurs données. Ce sont aussi des sources de données pour de la corrélation. Et bien entendu, le Darknet. Chaque piratage de données, ces données se retrouvent sur le Darknet et peuvent être achetées à moindre coût. Un dossier médical, par exemple, coûte 5 $ sur le Darknet. Donc, si je veux réidentifier une personne en sachant qu'elle a une maladie rare, eh bien, je peux acheter quelques dossiers sur le Darknet, peut-être pour un montant de 200 $ et potentiellement réidentifier ma personne. Donc, la corrélation est un risque assez important qu'il faut pouvoir prendre en considération. Le troisième risque, c'est l'inférence. C'est la possibilité de deviner l'identité d'un individu, mais cette fois sans information supplémentaire. Donc, si je vous dis que je suis allée interviewer le roi d'Angleterre, tout le monde sait de qui je parle. Attention ici parce que c'est quelque chose qui arrive surtout avec les personnalités publiques, avec des informations connues de tous, mais pas uniquement. C'est un risque qui est très dépendant du contexte.
Imaginons, j'ai fait une enquête de satisfaction à Unisanté et j'ai demandé à chaque personne son genre, sa catégorie d'âge et le secteur dans lequel il ou elle travaille. Si la direction avait accès à ces informations, elle pourrait réidentifier très facilement les collaborateurs et collaboratrices. Par exemple, dans le secteur dans lequel je travaille, nous avons un seul homme, enfin non, nous avons deux hommes, un de moins de 40 ans, un de plus de 60. Et donc, la direction n'a pas besoin de savoir son âge réel ou son nom pour savoir qui est qui dans cette enquête de satisfaction. Donc ici, le risque d'inférence dépend aussi de la personne à qui vous allez donner accès à vos données. Par exemple, vous faites une enquête dans une entreprise et si vous devez livrer les données à la direction de cette entreprise, faites attention à ce risque d'inférence. Donc, s'il y a un de ces trois risques, les données ne peuvent pas être considérées comme anonymes au sens en dehors de la loi sur la protection des données. Donc, ce sont des risques qui vont arriver particulièrement quand nous collectons des données sensibles, quand nous nous intéressons à une petite population, quand nous collectons des caractéristiques originales, des données sociodémographiques, et également quand on a un destinataire des données particulier, notamment quand vous faites des mandats et que vous devez livrer les données à une entreprise, des données sur des employés à une entreprise, là, le risque va être très fort. Donc, tout ça, c'est la théorie. Vous m'avez envoyé plusieurs questions reliées à l'anonymisation qu'on va voir ensemble pour pouvoir y répondre et puis apporter un peu des pistes sur les techniques d'anonymisation à adopter. La première question, c'était l'utilité des données. Est-ce que si j'anonymise mes données, à force de supprimer des informations, est-ce qu'elles sont réellement utiles? Alors non. Et c'est là toute l'importance en fait de comprendre la différence entre anonymisation et désidentification de données. Vos données de recherche doivent rester utiles pour la recherche quand vous les partagez. Si vous partagez un set de données qui ne permet que de reproduire votre article, c'est possible, mais ce n'est plus un partage à des fins de recherche, uniquement un partage à des fins de reproductibilité. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même de partager des données pour que celles-ci puissent être réutilisées à des fins de recherche dans d'autres projets. Et donc, vous devez trouver la balance entre protection des données et utilité. C'est pour ça qu'il faut une stratégie de désidentification et de collecter le consentement des personnes. En collectant leur consentement, vous pouvez leur expliquer que les données ne seront pas anonymes, qu'elles seront désidentifiées, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas les reconnaître à moins de mettre énormément d'efforts pour les réidentifier, mais qu'on ne peut pas garantir qu'elles sortent de la loi sur la protection des données. Vous allez aussi traiter vos données pour les désidentifier, les protéger au mieux et potentiellement restreindre l'accès si c'est nécessaire. Je vais vous montrer un petit exemple sur du qualitatif. Donc, si j'ai un texte ici, j'ai interviewé une enseignante, moi-même, qui enseigne à Chara, qui est un petit village en Valais, dans une classe de 3-4 Armos, et dans une de ces classes, nous avons 2 élèves avec des besoins spéciaux. La première chose que je vais faire pour savoir si je peux anonymiser cette information, c'est souligner les identifiants directs et indirects. En jaune, vous voyez le nom, c'est donc un identifiant direct, c'est quelque chose qu'il faut supprimer absolument. Ensuite, vous avez en vert les identifiants forts, puisque les informations géographiques permettent une réidentification assez forte, et les informations spéciales également. Ici, on a 2 élèves qui ont des besoins spéciaux, et on a des informations médicales reliées à ces 2 élèves. Ce sont donc des identifiants forts. En bleu, vous avez des identifiants faibles, donc l'emploi ici et puis la classe, le type de classe, c'est assez faible parce que si je sais qu'une personne est enseignante en Suisse dans une classe 3-4 Armos, j'ai beaucoup de peine à la réidentifier. Et donc ici, j'ai beaucoup d'informations qui me permettraient de réidentifier cette personne. Et si je voulais anonymiser ce texte, je devrais supprimer ce qui est en jaune et modifier ou supprimer ce qui est en bleu et en vert. C'est-à-dire qu'à la place de mettre Chara, je devrais mettre le canton du Valais. Et pour les élèves, je devrais trouver une technique pour qu'on ne puisse pas les réidentifier. Et qu'on ne puisse pas en fait remonter, dire voilà,
en Valais, oui, j'ai peut-être 2 élèves dans ma classe qui ont des besoins spéciaux, mais potentiellement, ces 2 élèves dans la même classe, c'est la seule classe 3-4 Armos qui existe est à Chara. Et donc là, vous devez vous dire, ah non, alors je dois modifier cette information pour qu'on ne puisse pas remonter à ces 2 personnes. Donc, est-ce que je peux réellement modifier ces données pour un partage en open access? Si je m'intéresse à la structure de la classe ou aux enfants, ou bien au fait que nous avons des enfants avec des besoins spéciaux qui ont un impact sur l'adulte, l'enseignante, modifier en fait ces identifiants verts impacterait ma recherche. Si je les modifie trop, je ne pourrais pas reproduire mes résultats et donc il n'y a pas d'intérêt pour modifier. Par contre, si je m'intéresse uniquement à l'adulte, et puis je veux juste savoir que cette personne est enseignante dans une classe 3-4 Armos, mais la structure de la classe ici ne m'intéresse pas, là, je pourrais modifier sans que ça impacte réellement ma recherche. On voit donc que l'anonymisation est vraiment dépendante du projet de recherche, dépendante de vos données, et donc ce n'est pas forcément la bonne réponse pour partager vos données. C'est donc important de jouer avec les conditions d'accès et le consentement. Faire de l'open access, c'est-à-dire que vos données soient accessibles téléchargement direct pour n'importe qui, ça prend du temps parce que vous devez vraiment être en dehors de la loi sur la protection des données. Vous devez connaître très bien votre domaine et toutes les applications potentielles de vos données. Et vous devrez supprimer ou modifier les identifiants directs et indirects de manière très forte. L'autre solution, c'est de faire des données agrégées, donc c'est plutôt pour le quantitatif. Mais vous devez aussi agréger énormément pour garantir qu'on ne puisse pas remonter à une personne identifiée. C'est donc pour ça qu'on va plutôt privilégier dans la recherche l'accès restreint quand on ne peut pas garantir l'anonymat des données. Ça permet d'appliquer une désidentification et donc par exemple de modifier légèrement. Dans mon texte précédent, j'aurais modifié le nom peut-être, j'aurais modifié peut-être le nombre d'élèves avec des besoins spéciaux, mais j'aurais très peu modifié finalement mon texte et je le partage en fait en accès restreint, ce qui me permet de contrôler la livraison des données, de dire que c'est rendu accessible uniquement à des fins de recherche. Et avec le consentement des participants, ici, j'assure un set de données qui soit réutilisable pour la recherche, qui puisse reproduire mon article et qui soit toujours intéressant et utile. Je vous ai donc mis ici 2 guides de force qui sont des guides relatifs aux pratiques d'anonymisation de données, tant pour le qualitatif, les transcriptions en particulier, et le quantitatif. C'est un guide qui vient de sortir. Je vous invite à les consulter. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'exemples qui vous montrent comment modifier vos données pour arriver à un niveau d'anonymisation suffisant ou non. Tout dépend toujours de votre projet et donc on n'a pas de règle générale pour tous les projets. Vous m'avez posé quelques questions sur des techniques d'anonymisation, donc je ne vais pas repasser à travers toutes les techniques. Pour rappel, les techniques d'anonymisation, c'est supprimer des données, ça peut être les modifier, soit par exemple pour les âges, faire des catégories, ça s'appelle la généralisation. On peut modifier les données en ajoutant du bruit, en les transformant. On a beaucoup de techniques qui vont se moduler en fait et on va utiliser plusieurs techniques sur chaque set de données pour avoir un niveau d'anonymisation. Je vous invite à aller voir le webinaire de la journée Open Science de l'année passée dans lequel j'explique mieux toutes ces techniques. La première chose, avant d'appliquer une technique d'anonymisation, c'est de catégoriser les identifiants. Vous devez vérifier dans votre set de données si vous avez des identifiants directs, forts ou faibles. Pourquoi? Parce que les identifiants directs doivent être supprimés ou transformés fortement. Les identifiants forts et faibles peuvent être transformés, surtout les forts, pour protéger au mieux l'identité, mais vous devez toujours garder en tête l'utilité du set de données. C'est-à-dire que les faibles, les identifiants faibles seront parfois moins transformés puisque c'est ce qui donne un contexte à votre recherche. Pour vous aider, pour savoir ce qu'est un identifiant, on peut utiliser la norme AIPA, qui est une norme américaine, qui vous donne en fait une liste des identifiants directs et des identifiants forts. Donc on voit ici que le nom, par exemple, c'est
le premier identifiant, ce qui est normal, mais aussi l'adresse. Tout ce qui est plus petit qu'un canton en Suisse peut être identifiant. Les dates également sont très fortement identifiantes, pas uniquement les dates reliées à l'individu. Donc, vous avez bien sûr la date de naissance et la date de mort, mais vous avez également les dates, par exemple, d'entrée en consultation. Vous suivez une consultation médicale, vous avez une personne qui est venue 3 fois à 3 dates différentes. Ces dates sont également identifiantes et doivent être modifiées pour protéger l'individu. Donc, cette norme est assez utile et donc on peut se reposer dessus pour nous aider à définir qu'est-ce qu'un identifiant direct, fort ou faible. Donc, les questions que j'ai reçues, c'est pour modifier par exemple un nom, donc dans le qualitatif. Une des techniques, c'est de supprimer tout simplement le nom. Mais dans le quantitatif, c'est souvent possible, mais dans le qualitatif, on a un nom qui revient, on interviewe une personne et on ne veut pas simplement dire « Ah, une participante numéro 1 ou participant numéro 2. On peut donc pseudonymiser le nom, soit avec un pseudo aléatoire qui sera un identifiant, un numéro, ce qui peut être utile pour suivre une personne à travers un texte, mais ce n'est pas très humain finalement. Et parfois, vous avez besoin de quelque chose de différent. Une autre technique, c'est la catégorisation, donc donner une catégorie au nom, par exemple dire « Ah, là, on parle du responsable hiérarchique », ou alors un alias, et donner un prénom fictif. Ici, on ne va pas garder le nom de famille, on supprime le nom de famille, on garde uniquement un prénom. Et ce qui est important dans les prénoms, c'est de garder un prénom du même type. Donc, en fait, on dit que derrière un prénom, on a quand même tout un contexte culturel. Et donc, si une personne dans mon set de données s'appelle Amina, je ne vais pas forcément l'appeler Céline. Pareil, si j'ai une personne qui s'appelle David, je ne vais pas forcément l'appeler Mohamed. Et donc, je vous ai mis un lien ici, qui est un lien pour de la sociologie des prénoms, pour trouver en fait des prénoms qui soient similaires et qui répondent au même contexte culturel afin de trouver des alias qui respecteraient votre set de données. Une autre technique qui est beaucoup plus intensive et s'intéresse aux données quantitatives, c'est le bruit. L'ajout de bruit, c'est plusieurs méthodes statistiques qui permettent de noyer les données sensibles. Ici, par exemple, sur une enquête de satisfaction, j'ai une seule personne qui est très insatisfaite. Et donc, cette personne est potentiellement à risque d'être identifiée puisqu'on a ce risque d'isolation. Pour la noyer, je peux ajouter du bruit. C'est une technique qui est très intensive statistiquement, qui demande beaucoup de connaissances mathématiques afin de conserver des bonnes valeurs statistiques, des bonnes corrélations au sein de votre set de données. Donc, c'est une technique qui est recommandée pour faire de l'open access uniquement, vraiment si vous n'avez pas d'autre choix. Ce n'est pas ma méthode préférée puisqu'elle est difficile à mettre en œuvre et souvent on va perdre quand même de nombreuses informations. Il y a des algorithmes de machine learning qui commencent à se mettre là-dedans et donc vous commencez à avoir des outils qui vous proposent d'ajouter du bruit, mais ça s'intéresse uniquement aux valeurs continues actuellement et ces algorithmes ont encore de la peine à comprendre la complexité de la recherche scientifique. Mais ça va venir. Une autre technique similaire à l'ajout de bruit, c'est les données synthétiques. Donc c'est quelque chose qui est testé actuellement au CHUV dans le domaine médical. Donc ici, nous avons nos données originales et un algorithme de machine learning va les analyser, estimer la distribution des données et créer des nouvelles données, un nouveau jeu de données qui reproduit la distribution, mais qui a transformé chaque donnée et donc vous n'avez plus du tout vos données à l'intérieur. C'est intéressant parce que ça permet de créer des nouveaux sets de données pour reproduire des recherches. Malheureusement, même en créant des nouvelles données totalement synthétiques, on ne peut pas garantir que ces données soient anonymes. En effet, l'équipe de Jean-Louis Rézaro, qui a fait cette étude, a pu réidentifier des personnes à partir du set de données synthétiques, car en fait, à force d'attaques informatiques, on peut quand même réidentifier quelqu'un. Et donc, l'ajout de bruit et les données synthétiques sont des techniques prometteuses, mais elles ne garantissent quand même pas l'anonymisation complète de vos données. On a donc des limites à l'anonymisation. Sur les techniques que nous appliquons, nous pouvons
si on applique trop de techniques, on supprime trop d'informations, on perd l'utilité du set de données, mais on a aussi des limites relatives à la typologie des données. Donc, dans les données médicales, c'était l'une des questions que j'ai reçues. Est-ce qu'on peut anonymiser des données médicales? Alors, si vous êtes dans le cadre d'un essai clinique ou d'une étude longitudinale, vous ne pouvez pas anonymiser vos données. En effet, les identités, j'ai une petite faute d'orthographe, les identités doivent être conservées 10 à 15 ans selon l'OCLIN, l'ordonnance sur les essais cliniques. Donc, vous avez une obligation de garder l'identité et tant que l'identité existe, les données ne sont pas anonymes. Ça ne vous empêche pas de faire des publications, mais les participantes et participants de votre projet doivent être conscients que les données ne sont pas anonymes, elles sont désidentifiées, elles sont codées ici. Si vous êtes en dehors d'un essai clinique et que vous n'avez pas les identités ou que vous avez pu les supprimer, ça va quand même être difficilement anonymisable. Dans le domaine médical et dans le domaine de la santé en général, on a beaucoup d'identifiants indirects et donc ça va être très difficile de garantir l'anonymat au sens hors LRH. Vous allez aussi perdre beaucoup trop d'informations. Donc, de nouveau, c'est pour ça que le consentement est important et que vous expliquez à vos participantes et participants que les données seront désidentifiées, que vous allez tout faire pour les protéger, qu'il sera difficile de les réidentifier, mais pas impossible. Donc, ces données médicales, comme je l'ai dit au début de cette présentation, vous avez l'obligation de demander deux consentements. Un pour permettre à la personne de participer à votre projet et un deuxième consentement séparé pour partager et réutiliser les données. Vous avez des modèles chez Swissetics qui vous montrent vraiment comment créer ces consentements et ces 2 pages sont réellement obligatoires. Le protocole doit aussi expliquer le partage et la réutilisation des données. Dans le cadre de la santé, la commission d'éthique validera votre protocole, pas forcément vos consentements. Et donc, le protocole doit aussi expliquer cette question de réutilisation des données et si les données seront désidentifiées ou anonymes. En général, pour les données médicales, on va plutôt privilégier un partage en accès restreint plutôt que de l'open access, ceci afin de ne pas trop modifier les données pour ne pas perdre des informations utiles à la recherche. On va donc plutôt parler de réduction du risque de réidentification et donc parler de désidentification plutôt que de l'anonymisation. Je tiens à le préciser ici, les commissions d'éthique n'aiment pas le terme anonymisation. Donc vraiment, dès que vous passez devant une commission d'éthique, privilégiez le terme de désidentification plutôt que anonymisation. Les maladies rares ou les âges particuliers ou les caractéristiques particulières, la technique à privilégier ici, c'est la généralisation des valeurs. À la place de dire que vous avez une personne âgée de 110 ans, vous allez plutôt dire les personnes peuvent être âgées de 89 ans et plus. On ne va jamais au-delà de 89 ans, on va plutôt faire une catégorie pour dire voilà, c'est au-delà de 89 ans. Pareil pour les maladies rares, si possible, il faut les catégoriser. Mais quand vous faites des études avec des caractéristiques particulières, que ce soit des maladies rares, des handicaps particuliers, pensez vraiment à votre consentement, à bien informer les participantes et les participants que ces personnes sont à risque, elles le savent, elles ont une maladie rare et donc elles sont toujours à risque de se reconnaître et d'être reconnues dans les sets de données. C'est pour ça que les données doivent être partagées en accès restreint. Faites attention à vos publications ici. On a déjà eu un cas au CHUV d'une personne qui s'est reconnue sur une photographie d'une publication. C'était un morceau de peau et la personne a reconnu sa peau et a contacté l'équipe de recherche pour demander le retrait de la photographie. Pensez vraiment au sein des consentements d'expliquer que la personne pourra elle-même se reconnaître puisqu'il s'agit d'affections particulières ou de maladies rares. Dans tous les cas, si vous avez ce consentement et que la personne a accepté de façon libre et éclairée le fait le risque de réidentification existe, ça vous protège légalement et ça vous protège en fait vos articles. Ensuite, les personnalités publiques, c'est aussi un type de personne qui va être difficile à protéger. Pour protéger en fait des données issues de personnes publiques, vous devrez retirer ou transformer un maximum d'identifiants.
Vous devrez aussi restreindre toutes les informations contextuelles. Donc, quand vous partagez des données, vous expliquez votre projet de recherche, vous donnez à travers les métadonnées les dates de collecte de données, vous allez donner beaucoup d'informations sur votre projet et vous devrez ici restreindre aussi ces informations pour que la personne ne soit pas réidentifiée. Donc, la recommandation ici, quand vous traitez des données de personnalité publique, à la place d'essayer d'anonymiser au maximum et de partager en open access, privilégiez un partage en accès restreint et garder en fait ce risque de réidentification. Informer ces personnes que les données ne seront partagées qu'à des fins de recherche, mais que le risque existe toujours de les réidentifier, mais que vous ferez signer en fait un contrat qui s'appelle un contrat de transfert de données avec une clause de non-réidentification. C'est ce qui se fait de manière générale quand on partage des données en accès restreint. La personne qui a accès aux données a une interdiction d'essayer de réidentifier la personne. Et c'est vraiment la recommandation pour les personnalités publiques. Pour finir, vous m'avez posé des questions sur comment vérifier que mes données soient réellement anonymes ou non. Et donc là, c'est les questions les plus difficiles. En effet, chaque projet est unique et il n'y a donc pas de règle générale pour vérifier l'anonymisation de données. On doit prendre en compte en fait les risques pour les participants en se posant la question si ces données sont libérées sur un site web, elles sont accessibles à tout à chacun. Qu'est-ce que risque mon participant ou ma participante? Quelle est l'atteinte à cette personnalité qui va être faite au sens de la loi? Ensuite, on doit évaluer les risques de réidentification, ces trois risques dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'individualisation, l'inférence et la corrélation. Si l'un de ces risques existe, les données ne sont pas anonymes, pas suffisamment anonymes. Et bien entendu, on va devoir faire des statistiques pour prouver que les données ne peuvent pas être réidentifiées. Pour tout ce qui est qualitatif, malheureusement, cet aspect statistique n'est pas pris en compte. Et donc, c'est vraiment un jugement de valeur pour dire, voilà, est-ce qu'il y a un risque de reconnaître la personne? Est-ce que si cette donnée est mise sur le web, est-ce que la personne risque quelque chose? Pour le qualitatif, je vous invite vraiment à aller voir des experts, à aller voir les services de soutien, à faire appel à vos DPO ou à des juristes pour vous aider, puisque l'anonymisation, ce n'est pas une question que technique, c'est aussi juridique. Vous pouvez être attaqué si quelqu'un se reconnaît ou reconnaît quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un risque juridique. Après, c'est votre responsabilité aussi. C'est à vous de dire, voilà, moi j'estime que le risque, il est minime et donc je prends le risque avec mon institution de publier ça. Et sur toutes les données que j'ai pu voir, qualitatives ou quantitatives, qui ont été partagées en open access, j'ai vu très très peu d'attaques. Actuellement, je n'ai eu connaissance que d'un seul cas où un participant est revenu pour demander le retrait des données. Donc, il y a quand même peu de risques de réidentification, mais l'anonymisation, en fait, c'est un processus continu. Même si actuellement, en 2024, je n'ai pas de risque de réidentifier telle ou telle photo ou bien telle ou telle donnée, peut-être qu'en 2025, 2026, 2027, j'aurai les capacités techniques de réidentifier. Donc, il faut mieux être très prudent et faire signer des consentements à vos participants et participantes pour qu'il et elle soient au courant que vous allez partager ces données et que le risque existe toujours, mais au moins ça vous protège vous et ça les protège eux. Pour l'aspect statistique et les outils que vous avez à disposition, SPHN a fait un template d'estimation de risque. C'est un outil qui vous permet de vérifier si vos données sont un risque ou non d'être réidentifiées. C'est un outil qui a été développé pour des données de santé qui sont dans un environnement spécifique, mais je vous invite quand même à le consulter. Vous verrez qu'il y a un onglet spécifique pour les valeurs et les variables de vos données. Par exemple, on vous demandera est-ce que vous avez collecté les âges des personnes? Si oui, est-ce que vous avez les âges réels? Est-ce que vous avez des catégories de 5 ans, des catégories de 10 ans? Et ça vous permettra en fait de calculer un risque de réidentification. C'est un outil très utile et qui doit être pris en main. C'est un fichier Excel, mais qui est quand même assez facile d'utilisation comparé aux outils statistiques.
Les outils statistiques, c'est pour les données quantitatives. Vous avez différents outils avec ou sans intelligence artificielle. Là, je vous ai plutôt mis des outils qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour des raisons de protection des données. Souvent, ce sont encore des outils en ligne. Et donc, si vous utilisez des outils en ligne, ça veut dire que vous déposez déjà vos données aux États-Unis ou ailleurs, où la protection des données ne peut pas être garantie au même niveau que la Suisse. Donc, ces outils, Amnesia, ARCS, MuArgus et SDC Micro, vous permettent en fait de calculer les risques statistiques avec différentes modalités, que ce soit la K-anonymity, L-diversity, ce sont différentes méthodes statistiques. Malheureusement, comme je l'ai dit, chaque projet de recherche est différent. Et donc, ces outils ne vous donneront pas de recommandations pour vous dire, voilà, si je prends la K-anonymity, c'est-à-dire quand je recherche une information dans mon set de données, j'ai toujours 3 personnes qui ressortent. Je n'arrive jamais à isoler un individu. Ce risque d'individualisation n'existe pas. À chaque requête, j'ai au minimum 3 personnes. Pour certains sets de données, ces 3 personnes, ce sera suffisant pour garantir l'anonymat. Mais pour d'autres, il vous en faudra 20 ou 50. J'ai un exemple à Unisanté. Nous avons collecté des données de piluliers électroniques, donc des petites boîtes qu'on ouvre et qu'on ferme pour prendre des médicaments. Un set de données qui contient les dates d'ouverture et de fermeture de cette boîte uniquement, en sachant que le périmètre est uniquement à Lausanne. Ce set de données n'a pas été considéré comme anonyme auprès de la commission d'éthique parce qu'on pouvait recouper les ouvertures et fermetures des piluliers aux données électriques de la ville. Et comme dans mes dates d'ouverture et de fermeture, j'avais des personnes qui se réveillaient à 2 ou 3 heures du matin pour prendre leur pilule et qui rouvraient ensuite leur pilulier à midi uniquement. En comparant avec les données électriques de la ville, j'aurais pu réidentifier ces personnes. Donc, les risques de réidentification vont très loin. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire appel à des experts ou à prendre un avis d'expert pour votre projet en particulier pour vérifier si vos données peuvent être réellement anonymes ou si elles sont plutôt désidentifiées. Pour conclure, adoptez une stratégie de protection des données. Donc, pensez à la protection de vos données dès le début de votre projet en informant de manière éclairée et complète vos participantes et vos participants et en faisant signer des consentements, en collectant des consentements pour partager les données. Pensez déjà ici à expliquer aux gens si vos données seront anonymes ou désidentifiées pour vraiment avoir un consentement qui soit complet. Vous pouvez, au moment de la collecte, minimiser les informations que vous collectez ou choisir une stratégie d'anonymisation par design qui vous permette de collecter des données de façon anonyme. Si je prends l'exemple d'un questionnaire, si je ne collecte pas d'informations nominatives, je ne collecte pas d'adresse email, et les informations sociodémographiques que je collecte sont par exemple des catégories d'âge d'une quinzaine d'années, je collecte uniquement peut-être le canton d'où la personne répond et puis un type d'emploi, imaginons bibliothécaire, médecin, archiviste, secrétaire. J'ai des catégories assez larges. Là, je peux me dire, oui, mes données sont difficilement réidentifiables, elles peuvent être anonymes. Mais vous devez vraiment réfléchir à la structure de vos variables pour garantir que vous n'aurez pas ce risque d'individualisation à la fin, que vous n'aurez pas ce risque de corrélation à la fin. À la fin du projet, vous allez revoir votre set de données, vous allez traiter vos données, supprimer des informations, les modifier pour diminuer ces risques de réidentification et vous allez partager en accès restreint si vous ne pouvez pas garantir l'anonymat, si les risques de réidentification existent toujours. Donc pour conclure, vraiment désidentifier et anonymiser des données, c'est au cas par cas. Vous devez toujours garder une bonne balance entre la protection des données et leur utilité. Le set de données doit rester utile à des fins de recherche et donc s'il est trop désidentifié, trop anonymisé, il ne sera pas utile. Donc vous aurez fait du travail pour rien. Et faites bien attention au cadre légal et au consentement. Vous êtes dans l'obligation de collecter des consentements pour pouvoir partager ces données, mais ce consentement peut avoir une forme différente selon le cadre légal. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question.
Merci infiniment, Céline Racine, pour cette présentation extrêmement riche et claire, qui nous a permis de bien voir la balance entre les bonnes pratiques et les idées théoriques de l'anonymisation et en fait les réalités pratiques qui se présentent chaque fois qu'on est confronté à une anonymisation. Merci infiniment. Est-ce que vous avez prévu de repasser à travers les questions qui vous ont été adressées via le fichier Excel ou vous comptiez Alors, plutôt sur les questions qui seraient posées de manière spontanée maintenant? en fait, je les ai traitées et pour des questions d'anonymisation, je les ai pas remises textuellement, mais j'ai Oui. traité 10 questions sur les 14 reçues à travers mes différentes présentations. C'est vrai que je n'ai pas traité, j'avais des questions sur l'anonymisation de vidéos et d'images. C'est un sujet que je ne maîtrise pas complètement. On a très peu en fait de données visuelles à Unisanté. Donc j'ai préféré ne pas traiter cette information et cette question. Il y avait aussi quelques questions qui étaient plus reliées à du juridique que je n'ai pas traité. Mais normalement, chaque personne qui m'a adressé une question a dû reconnaître sa question et donc sa réponse à travers ma présentation. Oui, absolument, d'accord. C'était effectivement la question sur les photos et les vidéos que j'attendais aussi, comme je suis dans les domaines artistiques, et que c'est vrai que ça se présente assez régulièrement, en fait. Quand on ne peut pas faire l'économie de partager un objet visuel, mais qu'il représente des personnes identifiées, comment faire? Est-ce que, voilà, la question était finalement, est-ce qu'il y a des techniques, des usages, des bonnes pratiques aussi pour ce type d'anonymisation? Vous me dites que ce n'est pas le cas, ou en tout cas pas à votre connaissance. Alors, en tout cas, je sais qu'il y a différentes techniques, hein, comme flouter les informations. On peut aussi demander à un algorithme génératif de régénérer une fausse vidéo ou une fausse image en reprenant les caractéristiques de notre image. Mais pour l'instant, j'ai pas de recommandations qui soient vraiment issues du monde professionnel. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'être. On a des projets de recherche à ce sujet-là. Je pense que d'ici l'année prochaine, on aura des réponses à ces questions. Mais actuellement, en fait, la réidentification à travers le visuel est trop forte pour garantir un anonymat, pour dire voilà, on peut aller en open access. La chose à faire en fait de manière générale, c'est vraiment de demander le consentement à la personne, de dire voilà, on va flouter votre image ou bien on va essayer de vous protéger au mieux ou bien de faire ce qu'on appelle la minimisation de données. Si vous, à la place de filmer la personne, vous filmez quelque chose à côté et donc vous avez peut-être plus que sa voix que vous pouvez transformer et donc on minimise le risque. Mais c'est toujours difficile, on le voit, hein, des fois on voit au téléjournal une vidéo qui est floutée ou une voix qui est transformée, puis on se dit ah tiens ça me dit quelque chose parce que je connais le sujet, je connais la personne, et puis il y a peut-être des sourcils, des lunettes, une coupe de cheveux particulière qui me disent même avec le floutage je reconnais cette personne. Et donc on a encore beaucoup de difficultés. Le seul moyen pour l'instant c'est le consentement et d'expliquer à la personne, voilà, on va flouter, on va me transformer la voix, mais on ne peut pas garantir un anonymat à 100%. Très bien, merci infiniment pour cette réponse très, très complète également. Et du coup, comme vous le suggériez, ouvrons la discussion et je suggère aux personnes qui sont en ligne de prendre la parole si elles ont des questions à vous adresser. Alors, si ce n'est pas le cas dans l'immédiat, je prends peut-être l'avantage d'en poser une. Je pensais qu'il traitait ça. Ah, pardon, monsieur Oui, on avait Patrick en Escher. fait, Aris Martinelli et moi-même, Patrick Escher, on doit partir, on doit libérer la salle. Et on voulait vraiment remercier infiniment Céline Racine pour cette super présentation qui nous a été vraiment utile. Nous, ça nous a permis de lever quelques doutes qu'on avait par rapport au traitement de données et ces questions d'anonymisation et désidentification. Donc, merci infiniment pour cette présentation. De Et on est rien, je suis obligé de contente vous... que ça a pu vous aider. Ouais, c'était parfait. On est obligé de vous quitter. Merci infiniment. Et bonne suite de journée à toutes et à tous. Merci, bonne suite à vous aussi. Merci, au revoir. Oui, est-ce qu'il y a une question qui a surgi? Alors, ouais, j'en profite peut-être. J'ai posé la question à différentes personnes et c'est assez difficile de résoudre cette tension entre finalement le cadre légal et la volonté personnelle de personnes qui donnent leur consentement pour que des données soient partagées sans être anonymisées, que leur nom soit contenu dans une interview, un entretien ou quoi que ce soit, ça ne leur pose pas de problème en soi que leurs données soient partagées. Et des législations cantonales, je pense surtout à la LIPAD à Genève, qui est une des plus restrictives de Suisse, qui ne permet pas de partager des données si elles ne sont pas anonymisées. Donc,
Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette tension entre volonté personnelle d'une part et le cadre légal, lequel prime sur l'autre? Hem, je pense qu'en fait, on est dans un cadre où les 2 sont plus ou moins équivalents. Le consentement a vraiment une valeur juridique, et donc en fait, si la personne nous donne son consentement, on peut partager ses données. Mais c'est vrai que si d'un coup la personne se dit: «Tiens, en fait, je suis pas complètement d'accord, je vois qu'ils sont pas allés dans le sens auquel je veux», elle a aussi le droit de retirer son consentement et si la donnée n'est pas anonymisée, eh bien vous êtes obligé d'aller la retirer. C'est plutôt là, en fait, où on va avoir une tension et donc, c'est soit il faut régler le fait de dire, voilà, les données ne seront pas anonymes, vous acceptez ça, et donc vous n'avez pas le droit de retirer votre consentement. Mais ça, c'est plutôt illégal. Donc, en fait, il faudrait plutôt permettre à la personne de pouvoir enlever son consentement, mais en disant, voilà, les données qui sont déjà analysées et publiées, on va peut-être les désidentifier, on va enlever votre nom, on va peut-être essayer de protéger au mieux. Mais en fait, il faut quand même prévoir que tout ce qui est publié ne peut pas être retiré. Donc ça doit se gérer au niveau du consentement, mais c'est vrai que c'est vraiment une tension et donc on doit faire confiance à nos participants et participantes pour se dire, ben voilà, ils ont bien compris que oui, ils vont être identifiés, que c'est pas anonyme. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une question juridique et que je ne suis pas juriste, c'est mon avis. Pour moi, c'est vrai qu'on a à Unisanté, on ne publie pas en fait de données identifiées. On a des données codées. Donc, on a des personnes qui se reconnaissent, qui viennent et qui disent ah, j'ai vu que vous avez parlé de moi dans un article. Ça arrive, mais souvent en fait, on a des clauses en fait qui expliquent que les données une fois publiées ne peuvent pas être retirées et que le retrait de consentement ne s'applique pas aux données déjà collectées. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Et un troisième round pour essayer. Quelqu'un d'autre a une question à soumettre à Céline Racine? Oui, Jonas. Oui, moi j'avais juste une question sur quel est quel est le début du traitement de données? Quelle est la base, comment on dit, le benchmark? À partir de quel moment est-ce qu'on traite des données? On a parlé auparavant de publier des noms dans des interviews, par exemple, et que ça, c'est déjà du traitement de données. Quand on parle, par exemple, moi, je suis en histoire du design graphique, on fait beaucoup d'interviews, etc. Donc, c'est pas vraiment des interviews qui sont ensuite quantifiées, etc. Mais c'est plutôt genre de l'histoire orale, ce genre de choses. Est-ce que un interview d'histoire orale tombe sous le coup de cette loi également, par exemple? Oui, en fait, toute information, parce que c'est vrai qu'on parle de données, on pense souvent à des tableaux, à quelque chose d'écrit, mais même l'histoire orale, en fait, tombe sous le coup de la loi. Après, l'anonymisation, ça aide vraiment si à travers cette information, je peux réidentifier la personne. Euh, si, euh, si vous avez un témoignage, quelqu'un qui vous parle de quelque chose, vous n'allez pas pouvoir vraiment transformer cette information. C'est sa manière de s'exprimer qui est importante dans votre recherche, ou bien ses propos comme elle l'explique. Donc, anonymiser va transformer les propos. En fait, ça va être une balance un peu à choisir. Et puis, il n'y a pas de... Surtout dans le qualitatif, on n'a pas vraiment de moment où on va pouvoir vous dire ah là, c'est complètement anonyme. Ça arrive très rarement hein, dans le qualitatif. Donc, les techniques, c'est vraiment de dire voilà, on va essayer de protéger les noms, on va essayer de protéger les rôles, de protéger aussi les personnes dont votre participante ou votre participant parle, de dire voilà, vous, vous interviewez quelqu'un sur son parcours de vie, cette personne va vous parler de sa famille, de ses enfants, de ses collègues. Donc, c'est aussi ces personnes-là qu'il faut protéger. Et c'est en fait vous, en tant qu'expert de votre domaine, vous allez pouvoir vous dire, tiens, là, c'est une information, je peux réidentifier la personne ou bien c'est plutôt à risque. C'est vraiment un jugement de valeur, en fait, de se dire, voilà, là, je pense qu'il y a vraiment un risque de réidentifier. Au contraire, je pense que pas du tout. Si vous avez des interviews d'une personne qui teste un site web et puis qui vous dit, ah là, je pense que le vert, il est un peu trop vert, c'est pas une donnée personnelle, on peut pas réidentifier la personne, c'est pas sensible en fait. Si d'un coup on sait que Céline a dit que le verre était trop vert, ben, il n'y a pas de risque ici, même si vous savez que c'est moi, Céline Racine, qui trouve que le verre est trop vert, c'est pas problématique. Mais si l'information c'est plutôt un parcours de vie, un parcours migratoire, une situation difficile, là la personne, même si son nom est révélé, ben, ça peut la mettre dans une position plus délicate. Donc, c'est plutôt cette question de est-ce que l'information peut blesser la personne, est-ce que ça peut la mettre dans une situation délicate ou porter atteinte à sa personnalité, c'est ça qui va définir si l'anonymisation est nécessaire ou pas.
Donc, il y a quand même une notion de si l'information ne nuit pas à autrui, a priori, on peut l'utiliser d'une manière. Enfin, Grégory est au courant, j'ai ce problème de base de données de designers qui ont gagné, par exemple, un prix fédéral du design. Mhm. Donc, on aurait aimé publier cette base de données avec l'année à laquelle ils ont gagné ce prix, leur nom. Évidemment, c'est des identifiants assez directs, mais sans avoir leur nom, la base de données n'a aucun sens. Donc, il y a ce Mhm. double truc. C'est des données qui sont accessibles sur le site web de l'Office fédéral de la culture, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les republier. Donc, on a un peu ce cas de figure où le fait que ça ne nuise pas à autrui, je trouve que c'est peut-être assez utile pour notre recherche, en tout cas. Oui, et puis là, ben, typiquement, si c'est des personnes qui ont gagné un prix, eh ben, vous pouvez leur demander, enfin, voilà, on veut publier votre nom sur notre site web, est-ce qu'on peut le faire? Il y a ça aussi, c'est la même chose que les personnalités publiques, c'est une information qui est publique ou qui est disponible ailleurs. Donc, techniquement, soit le consentement a déjà été demandé, soit la personne est au courant, en fait, que cette information est disponible ailleurs. C'est donc, effectivement, il y a cette question de nuire à la personne qui va être très importante. Et puis aussi les informations, de dire voilà, c'est une information qui est déjà connue, qui est déjà publique. Si vous avez un consentement, en général, vous pouvez y aller. C'est peut-être des fois aussi juste une information, hein, quand la personne reçoit un prix de dire ah, vous serez publié sur notre site web. Oui, c'est super. C'est comme moi, là, on m'a demandé avant de faire ce webinaire si j'étais d'accord d'être filmée et que la vidéo soit mise à disposition. Il n'y a pas de souci. À travers cette vidéo, vous allez retrouver mon nom, vous allez retrouver mon adresse email professionnelle, mais j'ai accepté, donc la HECSO peut le publier. D'accord, merci Et beaucoup. voilà, parce que ça ne nuit pas à ma personnalité non plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question ou une remarque à Alain Dubois chez EPIA. Je trouve que c'est assez compliqué parce que c'est histoire de consentement. En fait, on donne notre consentement à Google des tas de fois sans savoir ce qu'on consent. Il y a plein de données qu'on publie comme ça. Et puis, quand c'est pour la recherche et puis que c'est pour une cause noble et pas pour faire de l'argent, on nous complique beaucoup la vie. Alors, c'est plutôt une remarque qu'une vraie question, mais je trouve qu'on vit dans un monde compliqué par rapport à ça, parce qu'en fait, on disperse nos données aussi privées, individuelles, etc., à tout vent, pour la plupart d'entre nous, sans beaucoup de conscience. Et puis, d'un autre côté, après, parce qu'on répond à un questionnaire, c'est une étude scientifique, voilà, donc là, il faut donner un consentement. Il y en a des choses très compliquées. Alors, je comprends bien pour tout ce qui est données médicales, etc. Il y a des choses beaucoup plus sensibles que d'autres, mais sur le nom de numéro de téléphone, l'année de naissance, c'est des données qui peuvent presque tomber dans le domaine public à travers les réseaux sociaux, quelque part. Oui, c'est une remarque que je reçois beaucoup aussi à Unisanté parce que toute la communauté de recherche, en fait, se sent complètement limitée. On arrive en disant ah non, il faut consentement, vous devez partager en accès restreint et ainsi de suite. C'est vrai que c'est très difficile. Et puis, on a la chance avec la loi sur la protection des données de ne pas forcément avoir besoin du consentement écrit. L'information doit être donnée, la personne doit être au courant que ces données seront partagées, mais ça peut être un consentement déjà plus léger. Mais c'est vrai que cette nouvelle loi vous limite beaucoup et je suis complètement d'accord. Les gens distribuent leurs données comme des petits pains sur tout Internet et puis d'un coup, pour la recherche, on se dit ah non, c'est trop sensible de donner simplement mon avis sur quelque chose ou mon nom ou juste mon prénom. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est aussi la liberté des personnes et en fait, c'est toute la sensibilisation que la Suisse et l'Europe a fait auprès des personnes de dire voilà, vous avez des droits sur vos données, faites attention. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette dualité avec tous les services en ligne qui sont des services américains qui ne répondent pas forcément à nos lois. Et puis la recherche est beaucoup plus, à des lois beaucoup plus restrictives, ce qui est très embêtant effectivement. Après, j'espère que les commissions d'éthique et puis les instituts de recherche vont pouvoir vraiment vous donner à terme des templates, des modèles pour vous aider avec tout ça. C'est vrai que ce n'existe pas encore un modèle de consentement pour la LPD. J'espère que ça viendra parce que ça pourrait vraiment vous aider. Et puis, en fait,
expliquer aussi au public que c'est pas contre eux, que c'est juste que les données, elles restent anonymes, elles restent anonymes au sens commun, hein, pas anonymes au sens de la loi. Et c'est ça, en fait. Là, moi, j'ai beaucoup de remarques aussi par rapport à ça, de me dire, mais en fait, moi, mes données, elles sont anonymes, mais quand je fais les statistiques, ça l'est pas. Donc, pourquoi les personnes ne comprennent plus, surtout aussi qu'on a des enfants, des adolescents dans nos projets de recherche, c'est très difficile. Et je comprends que ce soit vraiment très frustrant. On est vraiment dans cette période où on essaie de trouver un équilibre entre la loi et puis la recherche. Et c'est vrai que l'État et puis les institutions juridiques devraient aussi se positionner en donnant vraiment des cas d'études et puis des exemples d'applications, en fait, ce qu'on n'a pas actuellement. Merci. Peut-être que je rebondis sur la remarque d'Alain Dubois. Vous nous avez parlé de plusieurs outils pour nous aider à anonymiser. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu le serpent qui se mord la queue, vous l'avez dit aussi, parce qu'en utilisant ces outils, ces intelligences artificielles, ou bien ces interfaces, ces algorithmes, potentiellement, on diffuse les données sur des serveurs qui ne sont pas en Suisse, qui sont aux États-Unis. Et est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des petites choses à faire, à observer avant d'utiliser tel ou tel outil pour se prémunir éventuellement d'une fuite de données qu'on n'aurait pas anticipée? Alors, pour tout outil, vérifiez d'abord si vous pouvez le télécharger sur votre poste. Hein. Si vous téléchargez le logiciel sur votre poste, vous êtes en local, donc vous êtes bon. Ça peut être aussi au sein de votre institution. Si, par exemple, vous ne pouvez pas le télécharger, c'est trop lourd ou comme ça, regardez avec l'institution si elle peut l'installer sur un serveur ou une machine virtuelle. Pouvoir travailler en local, ça vous prémunit de tout ça. Beaucoup ne vont pas proposer ça. Donc, il faut aller en fait lire les conditions, les conditions de protection des données sur le site web. Et puis, ils expliquent souvent si, par exemple, on peut parfois interagir avec l'outil par API. Donc, en fait, c'est le logiciel qui vient chez vous pour interagir avec vos données. Il ne les télécharge pas. Donc, parfois, on a cette possibilité-là. Mais si vous êtes obligé de déposer les données, il faut vérifier soit que le logiciel, en fait, derrière, va supprimer les données, ou bien qu'il respecte en fait le règlement européen sur la protection des données et puis la loi sur la protection des données. On a de plus en plus d'outils en ligne qui disent on respecte le GDPR, on respecte l'LPD, donc c'est positif, mais il faut savoir quand même que vos données après seront copiées ailleurs. Et c'est un des problèmes qu'on a eu par exemple avec ChatGPT. ChatGPT, il faut lui donner plein d'informations. Et puis, sur son site web, c'était marqué en fait qu'il ne gardait pas ces informations, que ce n'était pas stocké. Mais en fait, c'était une fausse information puisque ChatGPT gardait du cache et donc gardait des données pour son apprentissage, parce que ça faisait partie du processus d'apprentissage. Mais l'information donnée était fausse puisqu'il disait qu'il supprimait les données alors qu'en réalité, non. Il faut toujours se méfier et puis éventuellement poser la question au service informatique de dire « Ah, là, j'ai un doute, est-ce que ce service respecte la protection des données ou non ?» C'est vrai que c'est vite compliqué. Après, la majorité des outils, en tout cas en matière d'anonymisation, vous proposent plutôt de télécharger le logiciel ou c'est un package qui interagit avec R ou Stata. Donc en fait, là, il n'y a pas de téléchargement de données. Donc on est assez tranquille à ce niveau-là. Ou bien, vous pouvez aussi regarder avec les différentes équipes de recherche. Souvent, c'est des outils qui sont toujours en développement. Puis leur poser la question tout simplement, voilà, votre outil, vous faites un outil d'anonymisation, j'aimerais l'utiliser, est-ce que je peux ou où seront stockées les données? Formidable, merci beaucoup. C'est vrai que ce geste simple de télécharger un logiciel, éventuellement travailler hors connexion, on n'y pense pas souvent et en fait, ça peut être une très bonne manière de se prémunir de ce genre de choses. Merci. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question? On approche de la fin de cette séance. Si ce n'est pas le cas, merci encore du fond du cœur, Céline Racine, pour votre présentation. Je crois que tout le monde ressort d'ici éclairé sur ces enjeux de l'anonymisation et des bonnes pratiques à garder en tête quand on travaille sur des données personnelles. Merci infiniment. Je vous donne rendez-vous à toutes et tous pour les prochains webinaires. C'était, nous l'avons dit, le 21, sauf erreur, et le 30 mai prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci infiniment pour votre présence. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.